Bonjour tout le monde, est-ce que ce micro marche? Oui? Non? Ah, si. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont déjà pris le train? Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà arrivés en retard à cause du train? Ouais, on est d'accord. J'ai travaillé avec la SNCF pendant un moment. Je prends le train tous les jours pour aller au boulot. Et c'est pas évident a priori pourquoi est-ce que ça implique des mathématiques. On pourrait se dire, les trains ils roulent, bon, qu'est-ce que ça a à voir avec mes cours de maths? Mon objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous convaincre que ça a un lien avec les cours de maths, y compris avec des notions de maths que vous avez vues ou que vous allez voir au lycée. Moi, je suis Guillaume, je suis donc chercheur à l'école des Ponts, c'est pas loin, effectivement, c'est à Noisy-le-Grand. Donc, vous qui venez de Chelles, c'est juste à côté. Et avant de parler de train, je voulais vous parler un tout petit peu de ce que ça veut dire de faire de la recherche. Parce que c'est peut-être pas évident pour vous, qu'est-ce que ça implique exactement comme carrière. Donc je me demandais, imaginez qu'un chercheur comme moi ou une chercheuse arrive à son bureau le matin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe en fait, à votre avis? N'ayez pas peur, levez le doigt. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive le matin et que je me pose à mon bureau? Ouais? Je fais des recherches sur Internet, ouais, effectivement, c'est une partie de mon activité. Pour faire quoi? Pour répondre à quoi? Pour trouver quoi? Trouver des solutions à des problèmes? Ouais. Où est-ce que je trouve ces problèmes? Sur Internet aussi. Oui, entre autres. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres aspects de mon métier? Ouais, en utilisant des maths. Est-ce que toutes ces maths-là, je les connais d'emblée? Est-ce qu'il faut que je les apprenne moi? Comment ça se passe? Oui? Ou c'était juste un grattage d'oreille? Bien esquivé. Bon, effectivement, il y a ça. J'utilise pas mal Internet, j'utilise pas mal des maths. Mais en fait, la recherche, je voulais juste vous dire que c'est plein de métiers différents. Quand j'arrive le matin, je passe pas mal de mon temps à lire parce que j'utilise des maths certes, mais je ne connais pas toutes les maths dont j'ai besoin. Et tout comme vous, vous avez des manuels scolaires. Moi, j'ai des manuels de recherche. Ça s'appelle des articles scientifiques. Et je lis dans ces articles-là ce qu'ont fait mes collègues chercheurs et chercheuses en mathématiques et dans d'autres disciplines pour essayer de rester informé sur mon domaine scientifique. Quand je lis ces articles, ça me donne des idées. Je me dis, tiens, en fait, cet article-là, par exemple, il a traité telle ou telle question. Est-ce qu'il l'a bien traité? Est-ce qu'il l'a traité jusqu'au bout? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'aborder d'une façon différente? Est-ce qu'on ne pourrait pas apporter une autre réponse, une autre méthode pour résoudre ce même problème? Donc je réfléchis pas mal, y compris d'ailleurs en dehors du bureau. Souvent je réfléchis mieux sous la douche ou dans le RER, ou surtout le RER A. Ensuite je code, je programme des programmes informatiques parce que souvent, effectivement, faire des maths ça implique de faire des calculs, mais c'est des calculs trop compliqués pour les faire à la main. Donc je les mets sur un ordinateur. Et puis une fois que ces calculs ont fini, souvent j'ai des résultats que j'ai envie de partager avec mes collègues. Donc ça peut prendre la forme d'articles de recherche que j'écris moi-même pour présenter ces résultats, ou alors de présentations dans des conférences par exemple, ou des séminaires. Et puis j'enseigne aussi, c'est-à-dire j'utilise les connaissances que j'accumule pendant ma recherche pour les partager avec des étudiants qui sont typiquement en école d'ingénieur ou en université, et que j'encadre parfois dans des projets individuels jusqu'à la thèse. Ça c'est la partie sympa de mon job. La partie ennuyeuse, c'est tout le côté administratif, parce que être chercheur, ça veut aussi dire répondre à beaucoup d'emails, ça veut dire organiser des événements, ça veut dire trouver de l'argent aussi pour mener mes recherches, parce que si je veux recruter un étudiant pour travailler avec moi, il faut que j'aille chercher de l'argent pour payer son salaire. Donc c'est aussi pas mal de boulot qui n'a pas grand-chose à voir avec les maths, mais qu'il faut forcément faire, parce que ça permet de faire des maths à côté. C'est pas évident d'ailleurs qu'il faille forcément faire des maths. Quand je vous dis recherche en transport, vous pouvez penser à plusieurs disciplines, mais pas forcément aux mathématiques en premier. Par exemple, à la SNCF, il y a tout un département qui s'occupe de l'aspect ingénierie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on entretient les trains, par exemple, comment est-ce qu'on entretient les rails, comment est-ce que fonctionnent les différentes machines qui assurent le bon fonctionnement du réseau. Mais donc ça, c'est vraiment des sciences de l'ingénieur, de la techno, etc. On a tous des aspects autour de l'économie. On peut se demander quel est le bon prix d'un ticket de RER, d'un ticket de métro. Est-ce que ça a du sens de rendre les transports gratuits? Pour quelle catégorie de population? On peut s'intéresser à des questions de géographie, par exemple, où est-ce qu'il faut mettre des nouveaux transports? Dans quelle ville? Dans quel secteur? Avec quel type de desserte? On peut se poser des questions de sociologie. Qui prend les transports? À quel moment? Pour faire quoi? Est-ce que c'est des gens qui vont au boulot? Est-ce que c'est des gens qui vont faire des loisirs, amener leurs enfants à l'école? On a des questions d'info.
d'informatique, parce que certains systèmes de transport sont automatisés et sont gérés par des ordinateurs. Mais c'est pas évident qu'on ait des questions de mathématiques. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. 2 mots sur mon parcours. Comme vous, j'ai fait un lycée scientifique. J'ai pas grandi à Paris, hein. Moi je suis de Clermont-Ferrand, donc j'ai fait mon lycée là-bas. Ensuite, je suis entré en classe préparatoire et puis en école d'ingénieur, et après, j'ai fait ce qu'on appelle une thèse de doctorat. Une thèse, c'est une sorte d'intro à la recherche, en fait. C'est la première expérience de recherche avant de devenir chercheur ou chercheuse. Et ma thèse, c'était avec la SNCF. Le sujet, c'était comment est-ce qu'on prédit, et dans l'idéal, comment est-ce qu'on évite les retards de train. Et croyez-le ou non, ça a impliqué quelques notions de mathématiques. Ensuite, j'ai fait un post-doctorat. Un post-doctorat, c'est un mot un peu barbare pour dire tu as déjà fait ta thèse, mais tu n'es pas encore chercheur parce qu'on n'a pas l'argent pour te recruter. Donc va chercher fortune à l'étranger, reviens un peu plus tard et peut-être que tu auras un poste. Donc je suis parti chercher fortune en Suisse. Et je suis revenu et mon poste de chercheur à l'école des ponts se focalise encore sur des questions de transport. Et la question que je traite en ce moment, c'est comment est-ce qu'on économise du CO2 quand on fait des livraisons de marchandises. Typiquement, quand vous commandez un colis Amazon, ou alors quand un restaurateur commande des produits alimentaires dans un marché, en fait, ils sont livrés par camion. Et souvent, ces camions ne sont pas remplis, ou ils ne sont pas bien remplis. Donc on se dit avec mes collègues, est-ce qu'on pourrait inciter plusieurs entreprises à partager leur livraison pour que leurs camions soient mieux remplis et que du coup, on délivre plus de produits avec moins d'émissions. Voilà, ça fait partie des sujets que je regarde en ce moment. Et tous ces sujets-là, en fait, ils impliquent des mathématiques. Petit zoom avant de parler de maths sur la planification ferroviaire. Vous savez peut-être que, par exemple, la SNCF, c'est pas juste une entreprise. À l'intérieur, il y a plusieurs sous-entreprises qui s'occupent chacune de thématiques particulières. Et les 2 acteurs qui nous intéressent ici, c'est d'une part les entreprises ferroviaires et d'autre part les gestionnaires d'infrastructures. Les entreprises ferroviaires, c'est le plus simple. SNCF Voyageurs, par exemple, son boulot, c'est de faire rouler des trains. Donc elle s'occupe de décider quels trains vont aller où et essentiellement de les faire rouler sur le réseau. Mais il y a un autre personnage dans cette histoire qui est SNCF Réseau, qui est le gestionnaire d'infrastructures. Eux, leur job, en fait, c'est de gérer l'accès au rail. Le réseau ferré national, c'est un ensemble de voies ferrées, et un peu comme les autoroutes, en fait, on paye un péage pour y accéder. SNCF Réseau, c'est l'entité qui prélève ce péage et qui décide, toi, tu auras le droit de passer à telle heure, à tel endroit, à tel moment, pour effectuer ton trajet, par exemple, de Paris à Lyon, ou effectuer ton trajet en RER de Chelles à Châtelet-Léal. Et cette planification, en fait, elle commence très longtemps à l'avance. On ne se dit pas juste la veille, je vais planifier des trajets en train. Ça commence plusieurs années en avance. Une échelle stratégique, ça peut aller jusqu'à typiquement 5 ans avant. Et à ce moment-là, on se pose les grandes questions du genre, où est-ce qu'on va mettre des nouvelles lignes de chemin de fer? Où est-ce qu'on va construire des nouvelles lignes? Où est-ce qu'on va renforcer le réseau existant? Et quels nouveaux services on va mettre en place? Ensuite, à une échelle un peu plus proche de l'événement, disons 1 an avant, jusqu'à 1 mois avant, on met en place les horaires exacts. On dit, il va y avoir tant de trajets par jour ce jour-là, et ils vont partir à telle heure, telle heure, telle heure. Il y aura plus de trajets en heure de pointe, moins de trajets en heure creuse, etc. Et puis après, dans l'échelle opérationnelle qui va jusqu'à la veille et au jour même, en fait, on gère les problèmes. C'est-à-dire qu'on a prévu un planning, et puis peut-être que d'un coup, il y a une grève, peut-être que d'un coup, il y a des intempéries, et le planning doit changer, ou alors le conducteur est malade, ou je ne sais quoi. Et donc, on doit s'adapter à ces petits changements du quotidien. Donc c'est un processus qui est très complexe, qui fait intervenir beaucoup d'acteurs différents et qui s'étale sur vraiment plusieurs années. Nous, on va se focaliser aujourd'hui sur la location d'itinéraires. On imagine qu'on a déjà défini les trains qu'on veut faire circuler, c'est-à-dire qu'on sait déjà combien de trains vont circuler, de où, à quelle heure ils partent, à quelle heure ils arrivent. Et notre but, c'est de décider par où ils vont passer. Alors dans un cas simple, si le réseau c'est juste une ligne, c'est facile, mais souvent, même sur une ligne, c'est pas si évident, parce qu'il peut y avoir plusieurs lignes en parallèle, il peut y avoir différentes gares, et puis à l'échelle de l'Île-de-France, par exemple, le réseau c'est beaucoup plus compliqué que juste une seule ligne. Donc notre but, c'est prendre chaque train, le faire partir de son point de départ, l'amener à son point d'arrivée. Et l'image que vous voyez là, elle est tirée d'un challenge qui s'appelle le Challenge Flatland, et dont le but est de proposer un genre de simulateur un peu simplifié à la Pokémon de ce problème-là d'allocation des itinéraires. Dans mon langage, qui est le langage des mathématiques, ce problème-là, on appelle ça un problème d'optimisation sur un graphe avec une complexité exponentielle. Et c'est des mots que vous ne connaissez pas, c'est normal. Donc le but d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer ce que ces mots veulent dire et de vous convaincre que en fait, les mathématiques peuvent être utiles pour ce problème-là. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Faites gaffe, les fauteuils sont super confortables. Je sais parce que je me suis déjà endormi dans cet amphithéâtre. Donc, surtout le premier rang, c'est mortel. On va parler un peu de théorie des graphes.
le graphe, c'est l'objet fondamental qu'on va utiliser pour parler du réseau ferroviaire ou des réseaux en général. Un graphe, G, on va l'appeler, c'est deux choses. D'une part, un ensemble de nœuds, qui vont être les éléments individuels, les entités qu'on va relier, et d'autre part, un ensemble d'arêtes, qui vont être les liens entre ces éléments. Donc les arêtes, c'est un couple de nœuds qui sont reliés entre eux. Par exemple, sur le graphe à droite que vous voyez ici, le nœud 10 est relié au nœud 2, au nœud 3 et au nœud 1. On va appeler ces nœuds-là ses voisins. Cette notion un peu abstraite, en fait, elle permet de représenter pas mal de phénomènes différents. C'est une notion assez vieille. La théorie des graphes, elle est née aux alentours il y a très longtemps, voire un peu plus, avec un mathématicien qui s'appelait Leonhard Euler. Euler aimait bien se promener dans sa ville de Königsberg, et il s'est rendu compte à un moment qu'il y avait beaucoup de ponts à traverser, parce que cette ville-là, elle ressemble à la carte qu'il avait dessinée dans ses journaux. Et ici, vous voyez 4 quartiers, A, B, C et D, qui sont séparés par des bras de rivière, et sur ces bras de rivière, on avait des ponts. On avait 7 ponts au total. Et Euler, c'était un mathématicien, donc il ne pouvait pas juste se satisfaire de faire une promenade, il voulait faire la meilleure promenade possible. Et son problème de meilleure promenade possible, c'était, est-ce que je peux faire une promenade qui traverse tous ces ponts une seule fois, sans jamais revenir sur mes pas, sans jamais en traverser un plusieurs fois? Alors, posé comme ça, c'est pas évident. Combien d'entre vous pensent que c'est possible de faire une promenade comme ça? Combien pensent que c'est impossible? Combien ne pensent pas, juste? Jamais? Ouais, ce qui me semblait. Bon, c'est pas évident de résoudre ce problème comme ça, parce qu'on a l'impression que c'est un problème un peu étrange, un peu particulier. Et en fait, si on le formalise dans le langage des graphes, on verra qu'en fait, il est très simple. Donc, vous vous souvenez des graphes, c'est des nœuds qui sont reliés par des arêtes. Ici, nos nœuds, ça va être les différents quartiers de Königsberg. On va avoir un nœud pour le quartier A, un nœud pour le quartier B, un nœud pour le quartier C, et un nœud pour le quartier D. Ces quartiers sont donc séparés par des rivières, mais ils sont reliés par des ponts. Du coup, on va faire des arêtes dans notre graphe, une arête pour chaque pont. On va avoir ici, par exemple, une arête entre le quartier B et le quartier D, pour le pont qui est noté F. Et ainsi de suite. On peut faire des arêtes correspondant aux différents ponts. Je crois que ça, c'est les ponts A et B, par exemple. Ensuite, ça, c'est les ponts C et D, entre les quartiers C et A. Et ensuite, on a un dernier pont, je crois qu'il s'appelle E. Non, E, c'est ça. Voilà. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un problème pratique et j'ai dit, OK, quelles sont ces caractéristiques générales? Comment est-ce que je peux l'exprimer dans un langage où on oublie les détails de où sont localisés les différents ponts? Est-ce que Euler dessinait bien? Est-ce qu'il dessinait mal? En fait, on se ramène à une situation qui est synthétique et simplifiée. Et je vous repose la question. Euler voulait trouver un chemin qui passe par chaque pont une seule fois. Dans notre langage de théorie des graphes, ça veut dire trouver une succession d'arêtes, de telle sorte qu'on parte d'un endroit, on revienne au même endroit, et qu'on traverse chaque arête exactement une seule fois. Est-ce que quelqu'un voit un chemin comme ça? Je vous laisse un peu plus de temps pour le trouver. Bon, il n'y a pas de chemin comme ça. Je suis un peu désolé. Pourquoi vous n'avez pas réussi à en trouver un? Parce que, et c'est ce que Euler a réalisé, en fait, il existe un critère très simple pour décider si une promenade de ce genre-là est possible ou pas. Le raisonnement est le suivant. Si vous voulez passer par chaque arête une seule fois, ça veut dire que quand vous arrivez dans un quartier, en prenant un pont, il faut repartir du quartier en prenant un pont différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque quartier doit être relié à un nombre de ponts qui est... Pardon? Qui est équivalent? Alors non, on peut avoir des quartiers qui sont reliés à des nombres de ponts différents. Ça marche. En revanche, ce qui est important, c'est que le nombre de ponts, il satisfasse une certaine propriété. Si à chaque fois qu'on arrive, on rajoute un pont et on repart, on prend un pont différent, en fait, le nombre de ponts, ça doit être un multiple de 2. Le nombre de ponts reliés à chaque quartier, pour nous donner la possibilité d'arriver et de repartir par des chemins différents, chaque quartier doit être relié à un nombre pair de ponts. Autrement dit, chaque nœud de notre graphe doit avoir un nombre pair d'arêtes qui arrivent dessus.
Donc là, la réponse malheureusement pour notre brave Euler, c'est qu'en fait on ne peut pas faire cette balade dans Königsberg, on est obligé de prendre un pont plusieurs fois. Bon, c'est pas dramatique, hein. Depuis lors, la théorie des graphes a eu pas mal d'autres applications. Dès que vous réfléchissez à des réseaux de communication, à des réseaux de téléphonie, à des réseaux informatiques par exemple, vous les modélisez souvent comme des graphes. Mais ça peut aussi s'appliquer aux réseaux sociaux. Imaginez Instagram par exemple. Si vous mettez une arête entre deux personnes qui sont amies ou qui se suivent, en fait vous avez un graphe où les nœuds correspondent à des personnes, les arêtes correspondent à des relations, soit d'amitié, soit de followers. Et dans ces graphes-là, on est souvent intéressé par exemple à reconnaître des communautés. Typiquement, sur des réseaux sociaux comme Twitter, où on a beaucoup de posts assez politiques, il est assez facile, même quand on ne sait pas l'affiliation politique d'une personne, de la retrouver en regardant juste qui cette personne suit sur le réseau social. Et c'est ça, entre autres, que j'ai fait comme recherche quand j'étais en Suisse, c'est essayer de trouver comment est-ce qu'on peut récupérer des communautés juste en regardant qui sont tes amis. Et si je sais qui sont tes amis, il y a pas mal de chances que je puisse inférer d'autres caractéristiques, par exemple, quelles sont tes orientations politiques. Un dernier exemple que vous avez vu en SVT ou en chimie, c'est les protéines ou les molécules. Vous savez que les molécules, c'est des atomes qui sont reliés par des liaisons. Ça, en fait, c'est un graphe. Les atomes correspondent à des nœuds, les liaisons correspondent à des arêtes. Tout ça pour vous dire, la théorie des graphes, elle a plein d'applications. Nous, l'application qui nous intéresse, c'est le graphe du réseau ferroviaire. Ici, vous avez un extrait d'un réseau simple généré par le simulateur dont je vous ai parlé tout à l'heure, le simulateur Flatland. Et naïvement, on pourrait se dire, comment est-ce que je modélise ce réseau comme un graphe? Je vais mettre un nœud pour chaque cellule, par exemple, de mon réseau. Parce que vous voyez que c'est un genre de grille, mon réseau. Donc je pourrais dire, en essayant de reproduire la grille, hop, faire quelque chose comme ça, et avoir les nœuds qui correspondent à une localisation physique sur le réseau. Ça, c'est pas mal, mais notre problème, il est un tout petit peu plus compliqué. Pourquoi il est un tout petit peu plus compliqué? Parce que si vous regardez, par exemple, la case qui est sur la colonne 6 et la ligne 0, cette case-là, elle a une propriété intéressante qui est que, certes, elle est reliée à gauche, à droite et en bas, mais toutes les transitions ne sont pas possibles. Si on vient de la droite, on peut aller en bas. Si on vient de la gauche, on ne peut pas aller en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut modéliser ce problème-là particulier comme un graphe, par exemple, peut-être que dans notre graphe, il faut plus d'informations. Peut-être qu'il ne faut pas juste se souvenir de où est notre case, mais il faut aussi se souvenir de dans quelle direction pointe notre train, par exemple. Et c'est pour ça que dans la modélisation que vous voyez à droite, chaque nœud est associé à un triplet où les deux premiers éléments, c'est les coordonnées du nœud, et le dernier élément, c'est E, S, N ou W, qui veut dire East, South, North, West, et ça nous dit dans quelle direction pointe le train. Donc, la modélisation avec un graphe, c'est extrêmement utile, mais ce n'est pas forcément toujours aussi simple qu'on le pense. Maintenant, je vais vous parler de ce que ça veut dire un problème d'optimisation, parce que notre but, c'est de trouver des itinéraires pour nos trains, mais a priori, ce n'est pas de trouver des itinéraires les plus longs possibles, on veut trouver les itinéraires les plus courts possibles, parce qu'on n'a pas que ça à faire de passer notre vie dans le RER. Est-ce que c'est de l'IA dont on parle? Alors, petit sondage, les professeurs, fermez les yeux. Combien d'entre vous utilisent ChatGPT? Ok, moi aussi. C'est un peu difficile d'éviter. Mais aujourd'hui, on va parler d'une forme d'IA qui n'est pas ChatGPT. Et ça, c'est un peu particulier parce que souvent dans la presse ou sur les réseaux, en fait, on parle que de ChatGPT en ce moment. Mais il y a différents types d'intelligence artificielle. De manière un peu générique, l'intelligence artificielle, c'est tous les algorithmes qui permettent d'automatiser des tâches que normalement des humains feraient et qui nécessitent un certain niveau de réflexion. Mais il y a plusieurs familles dans cette intelligence artificielle. Par exemple, il y a des intelligences artificielles de type prédictive. Si on veut anticiper un phénomène, comme par exemple la météo, ou si on veut reconnaître quelque chose comme un chat sur une image, ou si on veut traduire, par exemple, dans Google Translate d'une langue vers une autre, ça rentrerait grosso modo dans l'IA prédictive, où on a une information qui nous manque, qu'on cherche à obtenir. ChatGPT et les copains, c'est plutôt de l'IA générative, où à partir d'exemples et de consignes, on génère des nouveaux médias. Enfin, nouveaux entre guillemets, parce que c'est quand même souvent repris des exemples qu'on a fournis initialement, mais ça peut être de nouveaux textes, de nouvelles images, de nouveaux sons. Nous, aujourd'hui, on va s'intéresser à l'IA décisionnelle, où le but, c'est pas juste de prédire, de donner une information, ou de générer une nouvelle information, mais c'est vraiment d'aider à prendre des décisions.
Et les décisions les plus difficiles à prendre, c'est celles pour lesquelles il faut allouer des ressources qui souvent sont limitées. Par exemple, sur Google Maps, le navigateur, en fait, il vous aide à prendre la décision de quel bus, quel tram, quel métro vous allez prendre pour aller d'un point à un autre. Et la ressource limitée sur Google Maps, c'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez à optimiser? Le temps. Ouais, le temps de trajet. Ça peut être d'autres choses d'ailleurs, hein. Vous pouvez avoir un trajet très court mais qui vous fait faire 4 changements, dont 2 à Châtelet. Vous avez un peu la flemme. Donc ça peut aussi vouloir minimiser le nombre de changements. Ou par exemple, si vous avez des trajets qui sont moins confortables parce que vous savez que la rame sera plus bondée et que vous serez debout au lieu d'assis, vous pouvez peut-être avoir intérêt à prendre un trajet un tout petit peu plus long mais vous passerez plus de temps assis. Donc dans tous les cas, en fait, vous avez des ressources limitées. Votre patience essentiellement est limitée dans les transports et vous allez chercher à optimiser le temps que vous y passez. À la fin de la présentation d'aujourd'hui, vous saurez à peu près comment Google Maps fonctionne, entre autres. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, cette année, vous savez déjà, ou alors si vous ne le savez pas encore, vous l'apprendrez bientôt, comment résoudre des problèmes d'optimisation. Le problème d'optimisation le plus simple, c'est quand vous avez une seule variable, qu'on va appeler x, et vous avez une fonction f qui vous recrache une valeur f de x. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une fonction? Ok. Donc vous avez déjà rencontré ce genre de fonction, le sinus, le cosinus, etc. Imaginez que x, par exemple, c'est le choix d'itinéraire, et que f, c'est la fonction qui vous dit combien de temps vous allez passer dans les transports. Eh bien, de façon extrêmement simpliste, optimiser, ça veut dire trouver le minimum, la valeur de x qui minimise cette fonction. Et dans l'année de première, normalement, vous allez voir que dans le cas particulier, vous avez une seule variable, c'est-à-dire vous avez un seul levier que vous pouvez tirer ou pousser pour modifier l'action que vous choisissez. En fait, c'est très simple ce problème-là. Il vous suffit de calculer ce qu'on appelle une dérivée, qui est en fait la pente de votre fonction. Ça veut dire quoi? Si vous tracez votre fonction comme je l'ai fait ici, f de x en fonction de x, elle va peut-être avoir plusieurs pics comme ça. Mais en fait, ce que vous savez, c'est que si vous cherchez un point en lequel votre fonction elle est la plus petite possible, ça veut dire qu'en arrivant vers ce point, la fonction elle descendait, mais en repartant de ce point, la fonction elle remontait. Autrement dit, au milieu quelque part, il y a eu un endroit où la pente de votre courbe, elle était toute plate. Et ça, en fait, c'est un critère très utile pour trouver la valeur de x où la fonction est la plus petite. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'optimisation en une seule dimension, c'est-à-dire que la seule chose que vous pouvez changer, c'est un nombre, x, et sans contrainte. Vous pouvez choisir n'importe quel x que vous voulez. Aujourd'hui, on va faire un truc un peu plus compliqué. On va regarder qu'est-ce qui se passe si x doit satisfaire des contraintes. Ça veut dire quoi des contraintes? Deuxième exemple. La fabrication de casseroles. Je suis toujours en manque de casseroles chez moi parce que ma copine mange beaucoup de pâtes et elle aime bien faire des énormes plats de pâtes. Donc, les casseroles que nous on a ne sont pas suffisantes pour ce genre de quantité. Imaginons donc qu'on veut fabriquer une nouvelle casserole. On me dit, tiens, Guillaume, voilà une feuille d'aluminium, elle a une surface de 1 mètre carré, ça fait une grosse casserole, hein. Elle a une surface de 1 mètre carré, comment est-ce que tu fabriques la plus grande casserole possible si je te donne juste cette matière première-là? Et là, vous voyez qu'on est dans ce cadre où on a des ressources limitées, qui sont notre feuille d'aluminium, et on a un objectif qui est de fabriquer la plus grande casserole possible. Donc, on va essayer de mettre ça en équation. Quelles sont nos variables? Quels sont les leviers sur lesquels on peut agir pour prendre notre décision? Là, on n'a plus une seule variable où on choisit x et on fait bouger par ici ou par là. On a deux variables. On peut choisir le rayon de notre casserole et on peut choisir la hauteur de sa casserole. En sachant que si on fait une casserole avec un très grand rayon et une très petite hauteur, ça s'appelle une poêle. Et si on fait une casserole avec un très petit rayon et une très grande hauteur, ça s'appelle un tube à essai. Mais peu importe, on va appeler tout ça une casserole. Donc, si on appelle R le rayon et H la hauteur de notre casserole, on peut calculer assez facilement la surface et le volume de la casserole. Je vous rappelle, la casserole, c'est ça. Hop, ça ressemble à ça. Donc, la surface, on a la partie en bas et on a le pourtour de la casserole. Et pour le volume, c'est juste la surface de la partie en bas multipliée par la hauteur. Donc, on a ces deux quantités-là, qui sont des fonctions de nos deux variables. Et notre problème d'optimisation, ça va être quoi? Ça va être de maximiser, en fonction du rayon et de la hauteur, le volume de la casserole qu'on fabrique,
Sous les contraintes suivantes, on aimerait bien que le rayon soit positif, sinon notre casserole n'existe pas. On aimerait bien que notre hauteur soit positive, sinon c'est une poêle à crêpes. Et on veut aussi que la surface d'aluminium qu'on utilise soit plus petite que 1 mètre carré. Ça, c'est un problème d'optimisation qui est un peu différent de celui qu'on a vu avant, parce qu'il y a deux variables, et on a une contrainte qui les lie entre elles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir n'importe quel rayon et n'importe quelle hauteur, sinon on risque de dépasser la surface limite. Est-ce que ça vous paraît à peu près clair? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, et bien on va passer au problème avec les trains. Le problème avec les trains, il est beaucoup plus compliqué. Et autant le problème avec la casserole, on pourrait le résoudre à la main. Avec les outils que vous verrez dans la suite de l'année, vous saurez le résoudre à la main. Le problème avec les trains, on le résout avec un ordinateur. Et pour que l'ordinateur arrive à le résoudre, il faut être extrêmement précis. Il faut lui donner des instructions très détaillées pour surtout pas qu'il fasse d'erreur. Et c'est un peu la différence avec ChatGPT, c'est-à-dire que ChatGPT, on a beau lui donner des instructions super détaillées, de temps en temps, il fait quand même n'importe quoi. Les algorithmes qui résolvent des problèmes d'optimisation comme ça, c'est absolument capital qu'ils ne fassent pas d'erreur. Parce que si vous créez des itinéraires pour 2 trains et que les trains se rentrent dedans, la SNCF n'est pas contente, mais vraiment pas contente. Et c'est absolument crucial que vous ayez des garanties comme quoi vos contraintes que vous spécifiez au départ seront respectées. C'est pour ça que c'est vraiment un type d'IA qui est très différent des grands modèles de langage. Donc, pour être sûr que l'ordinateur nous crache une solution qui satisfait ce qu'on veut, il faut lui donner 4 trucs. Les données d'entrée du problème, les variables de décision, les contraintes qu'on impose à ces variables et l'objectif qu'on veut atteindre. C'est parti. Les données de notre problème d'attribution d'itinéraire, c'est les suivantes. On a le réseau, donc je vous en ai déjà parlé, c'est un graphe, des nœuds et des arêtes. On a une période, par exemple, on va dire, je veux faire mon planning des trains sur une journée. On a ensuite un ensemble de trains, mais là, on commence à rencontrer le problème le plus embêtant des mathématiciens, c'est le choix des notations. Et le problème principal que j'ai dans ma vie, c'est que train et temps, ça commence par la lettre T. Donc je préfère garder T pour le temps, et je vais appeler V les voyages qu'on veut planifier. Donc pour chaque voyage, on va spécifier d'une part sa station de départ et sa station d'arrivée. Par exemple, je veux aller de Noisy-le-Grand à Châtelet-Léal. Et d'autre part, on va spécifier une heure de départ et une heure d'arrivée. Mais ça, comme vous savez, c'est souvent théorique. C'est-à-dire que les trains n'arrivent pas forcément exactement à l'heure où on voudrait qu'ils arrivent. Ça, c'est nos données du problème. On ne peut rien y faire. C'est ce que va donner votre employeur si un jour vous travaillez dans ce genre de domaine. On va vous dire, tiens, ça, c'est les grandeurs avec lesquelles tu dois travailler et tu ne peux pas les bouger. Qu'est-ce qu'on peut bouger? On peut bouger l'itinéraire de chaque voyage. Chaque voyage, il va être déterminé par une suite de nœuds sur notre graphe. Autrement dit, ça va nous donner le trajet. À chaque instant T, notre voyage V, il va être en un certain nœud. À l'instant 1, il va être dans le nœud que j'appelle NV1, et jusqu'à l'instant T, il va être dans le nœud que j'appelle NVT. Pour vous fixer les idées, vous pouvez dire qu'on raisonne à échelle de 5 minutes, c'est-à-dire toutes les 5 minutes, on dit où notre train doit être. En vrai, évidemment, à chaque moment, le train est quelque part. Mais pour se simplifier la vie dans l'ordinateur, on découpe le temps par période de 5 minutes. Dans notre monde très simple, où les réseaux ressemblent à des niveaux de Pokémon, en fait, c'est super facile parce que ces décisions-là, elles sont extrêmement limitées. Ça revient à décider, à chaque intersection, est-ce que le train va tout droit, tourne à droite, tourne à gauche, et est-ce qu'il s'arrête ou est-ce qu'il continue à marcher? En pratique, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça, c'est notre première variable de décision. On pourrait se dire, il y a une deuxième variable de décision qui consiste à dire quand le train part et quand le train arrive. Mais ça, comme on va le voir, c'est déjà déterminé par les contraintes du problème. C'est quoi nos contraintes du problème? Ça, c'est une question un peu difficile parce que si je vous demandais de me donner les contraintes de l'affectation d'itinéraire, vous en donneriez sans doute une seule, qui est la dernière. La dernière contrainte, c'est que 2 voyages n'occupent pas le même nœud du graphe en même temps. Et on est d'accord, c'est la contrainte la plus importante. C'est celle qui fait qu'on n'a pas de collision entre nos trains. On ne peut pas avoir 2 trains au même moment, au même endroit. Mais il se trouve que votre ordinateur, quand vous lui donnez ce problème à résoudre, il ne sait pas ce que vous savez en fait sur le système ferroviaire. Il ne sait même pas ce qu'est un train. Donc, il faut être extrêmement précis sur les autres contraintes qu'on attend. Par exemple, comme on décrit notre voyage par une suite de nœuds, on va dire par exemple notre train à l'instant 1, il va être ici, N1, donc ça c'est T égale 1, et ensuite à l'instant 2, il va être ici, et à l'instant 3, il va être ici,
Ah bah ça, vous n'avez pas le droit. Parce qu'il a sauté une étape. Il a fait un déplacement qui est, entre guillemets, illégal. Donc la première contrainte, c'est que chaque voyage, chaque itinéraire qu'on prescrit à nos trains, il doit exister. Il doit être possible, c'est-à-dire que le train, de proche en proche, il se déplace sur des cases adjacentes de notre réseau. La deuxième contrainte, c'est que le train commence à sa station de départ. C'est-à-dire que le nœud initial, au temps t égale 1, ça doit être le nœud d'où il part, en fait, le train. Et de la même façon, le nœud final, à la fin de la période qu'on étudie, ça doit être égal à la station d'arrivée du train V. Et enfin, on va contraindre que chaque train attende à sa station de départ jusqu'à ce que ce soit l'heure de partir. Ça, c'est pas évident. On pourrait se dire, s'il a envie de partir plus tôt, pourquoi pas. Le problème, c'est que s'il part plus tôt, il n'y a personne dedans. Donc c'est pour ça que chaque train va attendre jusqu'à son heure de départ avant de partir de sa station de départ. En revanche, on n'est pas sûr qu'on puisse le contraindre à arriver à l'heure parce que potentiellement il va être bloqué par les autres trains. Ça, c'est quelque chose qu'on va voir après. Donc, on a tout un tas de contraintes, certaines qui sont naturelles et d'autres qui semblent un peu stupides, mais qu'il faut quand même préciser parce que l'ordinateur, il ne sait pas que c'est stupide. Il est stupide lui-même. Et enfin, il a une fonction objectif. C'est quoi le retard d'un voyage? C'est pas juste arriver à une heure différente de l'heure prévue. Ça, c'est ce que j'appelle delta. Delta, ici, c'est l'heure d'arrivée réelle de mon voyage, moins l'heure d'arrivée théorique. Ça, si c'est égal à plus 10 minutes, par exemple, ça veut dire que j'ai 10 minutes de retard. Si c'est égal à moins 3 minutes, ça veut dire que j'ai 3 minutes d'avance. C'est pas mal, ça. Donc, le retard d'un voyage, en fait, on va considérer que c'est le maximum de 0 et de la différence entre l'heure d'arrivée réelle et l'heure d'arrivée théorique. Si cette différence est positive, on va pénaliser. Si cette différence est négative, tant mieux, on est en avance. Et donc on va vouloir minimiser ce retard comme on minimiserait un coût économique, comme on essaierait de trouver une solution qui est la plus économique possible. Là, l'économie, c'est de minimiser le nombre de retards. Soit dit en passant, d'ailleurs, la SNCF paye des amendes quand vous arrivez en retard. Donc c'est aussi relié à leurs bénéfices économiques. Par contre, on a plusieurs choix pour agréger les voyages entre eux. On pourrait dire, on considère tous les trains de la même façon et on minimise le retard total. Ça veut dire que s'il y en a un qui a 1 minute de retard et l'autre qui a 11 minutes, le prix qu'on paye, c'est 12 minutes. Ça, c'est une option. L'autre option, ce serait de dire, je veux que tous mes trains soient à peu près homogènes et je veux qu'ils soient tous en dessous d'un certain seuil. Par exemple, qu'ils soient tous en dessous de 10 minutes de retard. Dans ce cas, par exemple, la solution où on a un train qui a 1 minute de retard et l'autre qui a 11 minutes de retard, elle serait moins bonne que celle où les deux trains ont un retard un peu grand, mais quand même en dessous du seuil. Ça, c'est un choix subjectif qui dépend un peu de vos métriques de performance. Ces problèmes-là, ils sont gros. Il y a souvent des centaines de trains, il y a souvent des centaines ou des milliers de nœuds sur le réseau, donc c'est trop compliqué pour résoudre à la main. Par conséquent, on va les implémenter dans un langage de programmation et on va demander à l'ordi de les résoudre pour nous. On va avoir plusieurs critères d'évaluation là-dessus. Il faut savoir qu'un algorithme, ça fait un peu peur comme mot, mais c'est une recette de cuisine. C'est un ensemble d'instructions qu'on va donner à l'ordinateur pour lui dire « Voilà ta matière première, tes ingrédients, le sucre, la farine, machin. Voilà les opérations que tu vas effectuer avec ces ingrédients. Tu vas mélanger ci et ça, tu vas cuire ça là-dedans. Et voilà le résultat que tu es censé attendre. » L'ordinateur, c'est pareil. On va lui dire « Tu vas prendre ces données d'entrée, tu vas prendre les heures à laquelle chaque train doit partir, tu vas prendre la configuration de ton réseau. » Tu vas effectuer certaines opérations et à la fin, ce que tu dois me cracher, c'est l'itinéraire de chaque train. Le premier critère d'évaluation, c'est qu'il faut que l'algorithme termine. C'est-à-dire qu'il existe des problèmes pour lesquels l'algorithme va tourner, tourner, tourner et ne jamais renvoyer une solution. Ça, c'est pas top. Donc, il faut que l'algorithme termine. Il faut que l'algorithme aussi renvoie une solution qui soit correcte. Je vous l'ai dit, si les trains rentrent en conflit, s'ils rentrent en collision, c'est pas bon du tout en termes de sécurité. Donc, il faut que les contraintes soient satisfaites par ma solution. Idéalement, on aimerait bien que parmi toutes les solutions qui soient réalisables, l'algorithme renvoie la meilleure, c'est-à-dire celle pour laquelle le retard total, par exemple, est le plus bas. Mais ce n'est pas toujours possible. Et en plus de ça, on aimerait bien que la complexité de l'algorithme soit raisonnable, c'est-à-dire l'usage des ressources. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça veut dire l'usage des ressources pour un programme informatique? Quand vous faites tourner quelque chose sur votre ordinateur, sur votre téléphone, c'est quoi les ressources qui sont mobilisées? Vous n'avez jamais téléchargé un jeu qui était trop gros pour votre ordi? Ouais. Les gigas, ouais, la mémoire. Effectivement.
il faut qu'il y ait suffisamment de place sur l'ordi pour récupérer le programme, et le processeur. C'est-à-dire il faut que le processeur soit suffisamment rapide pour faire tourner le programme. Ça, c'est les deux problèmes. Par exemple, ma copine, elle aime bien jouer à Stardew Valley. Manque de peau, elle a un ordi de genre 2015, et donc à chaque fois qu'elle y joue, ça fait une demi-heure à charger. Ça, c'est un problème. Et c'est une des ressources qui sont monopolisées par les programmes informatiques. Donc, il y a deux ressources principales, le temps d'exécution et la mémoire qui est utilisée. Et c'est ça qu'on va appeler la complexité. La complexité, c'est quoi en détail? C'est essayer de comprendre combien de temps ou combien d'espace l'algorithme qu'on veut utiliser requiert en fonction de l'entrée qu'on lui donne. Ça devrait être à peu près intuitif que plus le problème est difficile, plus l'algorithme utilise de ressources. Mais il y a plusieurs façons de mesurer la difficulté du problème. Par exemple, si vous avez un plus grand réseau, où il y a plus de nœuds sur le graphe, ou bien plus d'arêtes sur le graphe, votre problème sera plus compliqué. Pourquoi? Parce que chaque train a plus d'options pour construire son chemin. Donc ça peut être quantifié par exemple par le nombre de nœuds ou le nombre d'arêtes du graphe. D'autre part, plus vous avez de trains dans votre problème, plus ce sera compliqué aussi. Si vous aviez un seul train, vous pourriez faire ça facile à la main. Si vous avez 1000 trains à planifier en même temps, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il y a plusieurs façons de quantifier la taille des données d'entrée. Juste pour vous donner une idée, on va supposer que les données d'entrée se mesurent avec une seule grandeur, par exemple le nombre de nœuds du graphe. Typiquement, quand vous codez un algorithme dans un ordinateur, vous le codez avec des opérations élémentaires. Vous lui dites faire des additions, des multiplications, des soustractions, des divisions, et plein de fois. Chacune de ces opérations, elle est extrêmement rapide sur votre ordinateur. En général, ça prend à peu près 1 nanoseconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en faire 1 milliard pour que ça prenne 1 seconde. Ça, a priori, on se dit c'est chill. 1 milliard d'opérations, tranquille. C'est pas toujours vrai. Ça dépend de la complexité de votre algorithme. Si par exemple, votre algorithme nécessite de faire un nombre qu'on appelle linéaire d'opérations, si, quand la taille de l'entrée augmente par 2, le nombre d'opérations augmente par 2 aussi. Et bien là, pour faire 50 opérations, vous aurez besoin de 50 nanosecondes. Pour faire 100 opérations, vous aurez besoin de 100 nanosecondes, ou 0,1 microsecondes. Si en revanche la complexité est quadratique, autrement dit, quand vous multipliez la taille de l'entrée par 2, l'output, c'est-à-dire le temps de l'algorithme, est multiplié par 4. Là, ça augmente plus vite. Pour 50, vous êtes déjà à 2 microsecondes, et pour 200, vous êtes à 40 millisecondes. Mais on se rend compte que linéaire, quadratique, cubique, c'est pas si grave finalement. Ça reste quand même assez gérable. Là où ça devient extrêmement problématique, c'est ce qu'on appelle une complexité exponentielle, où la dépendance, c'est plus en la taille de l'entrée puissance quelque chose, mais c'est quelque chose puissance la taille de l'entrée. Ça, c'est très problématique. Là, si vous avez une entrée qui fait n égale 100, ça va vous prendre 10 000 milliards d'années d'obtenir la solution. J'ai une mauvaise nouvelle. Le problème d'affectation d'itinéraire a une complexité exponentielle. C'est-à-dire que si on voulait le résoudre exactement, en fait, il nous faudrait des milliards d'années. Donc la grande question d'aujourd'hui, c'est mais comment est-ce qu'on fait circuler les trains malgré ça? Il y a des problèmes qui sont plus simples, hein. On aurait pu avoir de la chance. Si par exemple je vous donne une liste de nombres et que je vous dis quel est le plus petit nombre dans cette liste, vous allez me dire c'est facile, je regarde le premier nombre, je regarde le deuxième, est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que le premier? Je garde le minimum des deux que j'ai trouvé. Je regarde le troisième, est-ce qu'il est plus grand que le minimum que j'ai trouvé jusqu'ici? Oui, non, etc., etc. Et donc je parcours toute ma liste et je fais autant d'opérations qu'il y a d'éléments dans ma liste, grosso modo. Donc ça, c'est un algorithme qui est très simple. Il a une complexité linéaire. Si je vous demande de trier entièrement la liste de nombres, c'est-à-dire pas juste de trouver le plus petit ou le plus grand, mais de la mettre en ordre, eh bien, il se trouve que c'est pas très difficile non plus. La complexité est légèrement plus élevée, mais c'est quand même pas insurmontable. De la même façon, si je vous donne un réseau ferroviaire et que je vous dis calculez-moi l'itinéraire optimal pour un seul train, eh bien, coup de bol, c'est très facile. L'algorithme qui fait ça bien s'appelle l'algorithme A étoile, et le A dans A étoile veut dire algorithme. Ne me demandez pas pour ça, ils étaient très mauvais en hommage d'algorithme dans les années 50, donc ils appelaient ça l'algorithme algorithme. Mais c'est un algorithme qui est très simple, qui va tourner extrêmement rapidement sur votre ordinateur, même sur l'ordinateur de ma copine d'ailleurs. En revanche, le vrai problème là-dedans, c'est quand vous avez plusieurs trains.
quand vous avez plusieurs trains et que vous devez calculer plusieurs itinéraires compatibles, là, la complexité devient exponentielle. Et là, si vous n'êtes pas malin, en fait, votre ordinateur, il va tourner pour toujours. Donc le reste de la présentation d'aujourd'hui, c'est vous expliquer comment on calcule un seul itinéraire de façon efficace et comment on calcule plusieurs itinéraires sans y passer des milliards d'années. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Faites gaffe les fauteuils, hein. Méfiance. Ce que je vous ai dit, c'est que le problème d'allocation d'itinéraire, il n'est pas facile. Et ça veut dire que souvent, on ne sait pas forcément le résoudre de la meilleure des façons possibles. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas forcément une méthode qui est la meilleure partout, sur toutes les applications. Peut-être qu'il y a une méthode qui marchera très bien, par exemple, pour les réseaux ferroviaires, mais qui marchera très mal pour les réseaux routiers, où le problème est un peu différent. Peut-être qu'il y a une méthode qui marchera très bien sur un certain type d'ordinateur, mais pas sur un autre type d'ordinateur. Et donc, on a besoin de savoir comment comparer ces méthodes. Ça veut dire qu'on doit définir des benchmarks. Un benchmark, c'est un scénario d'évaluation standardisé où on peut prendre différentes approches, différentes méthodes pour trouver une solution à un problème et les comparer. Dire, cette approche-là, elle trouve une bonne solution, mais en un temps très long. Cette approche-ci, elle trouve une solution pas ouf, mais en un temps très court. Et si on arrive à mesurer ça de façon objective, en fait, on peut définir des approches qui sont meilleures que d'autres. Et c'est tout l'enjeu de la recherche, en fait, dans le domaine que je pratique, c'est proposer différentes approches à des problèmes difficiles et essayer de voir laquelle est la mieux pour le problème particulier que je rencontre. Mais si tout le monde faisait ça, si tout le monde se disait « j'ai un problème extrêmement spécifique et je vais travailler uniquement sur celui-là », en fait, il n'y aurait pas vraiment de recherche. C'est-à-dire que moi, si par exemple j'étais chercheur à la SNCF et que je travaillais sur mon problème super particulier, je ne pourrais pas discuter avec mon collègue de la RATP ou avec mon collègue de Deutsche Bahn, parce qu'ils auraient des problèmes extrêmement particuliers, mais un tout petit peu différents. Peut-être que leurs trains ne font pas exactement la même longueur, peut-être que leurs tunnels ne font pas exactement la même hauteur, peut-être que leur centre de commande n'est pas exactement configuré de la même façon. Et donc, si chacun restait dans son coin, focalisé sur son problème particulier, en fait, on ne pourrait pas progresser, parce qu'on ne pourrait pas partager les résultats, les idées qu'on a, et les appliquer à un autre problème. Donc, tout l'enjeu de cette recherche, quand on résout des problèmes industriels, c'est prendre un problème concret et faire un pas de recul, dire « Ok, ce problème-là, il y a des détails qui sont un peu particuliers à ma situation, mais derrière, il y a un problème commun que d'autres gens ont déjà rencontré. » Et ça implique un effort de simplification. Par exemple, pour passer du problème réel de l'allocation d'itinéraire à ce problème jouet que je vous ai présenté qui s'appelle Flatland, on a simplifié plein de trucs. On a fait genre que le réseau, c'était un monde de chez Pokémon, c'est-à-dire que c'est une grille, on peut aller en haut, en bas, à droite, à gauche, et que toutes les cellules font la même taille. C'est pas vrai. Dans la réalité, il existe des voies ferrées qui ne sont pas orientées nord-sud ou est-ouest. On a fait l'hypothèse que tous les trains étaient commandés exactement au même endroit. Là non plus, c'est pas vrai. Souvent, il y a des centres de commande par région qui commandent les trains sur une partie du territoire ou sur une autre partie du territoire, et à la frontière, c'est plus compliqué. On a fait l'hypothèse que les trains allaient à vitesse constante. À chaque fois qu'on fait un pas de temps, le train se déplace d'une cellule sur la grille. Ça, c'est pas vrai non plus, évidemment. Les TGV vont beaucoup plus vite que les TER, qui vont même beaucoup plus vite que les RER. On fait l'hypothèse qu'on n'a pas de station intermédiaire. Je vous ai parlé de trains qui vont de leur gare de départ à la gare d'arrivée, mais évidemment, la plupart des trains font des arrêts au milieu. Là, on a oublié. Et puis, on a oublié tout ce qui est mécanisme de sécurité qui empêche, par exemple, les trains de se suivre de trop près, sinon ils ont des accidents. C'est des simplifications. C'est pas réaliste. Évidemment que c'est pas réaliste, mais ça permet de traiter un ensemble de problèmes qui sont très divers dans un cadre un peu commun, et puis ça peut permettre de se donner des idées pour ensuite traiter les problèmes plus difficiles de la réalité. En fait, même ce problème-là, il est trop dur. Du coup, on va prendre un problème ultra simple. On va prendre un problème qui s'appelle Multi-Agent Pathfinding. Si vous avez fait un peu d'anglais, vous savez que path, ça veut dire chemin, et finding, ça veut dire trouver. Donc, comment est-ce qu'on trouve des chemins pour plusieurs agents? Et là, on va oublier toute la complexité du ferroviaire. On va dire, nos cellules, on oublie toutes ces questions d'aiguillage à droite, à gauche, machin. Elles sont soit vides, soit pleines. Si les cellules sont vides, on peut y aller. Si les cellules sont pleines, on ne peut pas y aller. On va faire l'hypothèse que nos agents sont ponctuels. On s'en fiche de quelle direction, on s'en fiche de par où ils arrivent. Ils sont juste à un endroit et ils n'ont pas vraiment de face ou de dos. Et puis on va enlever autre chose qui était présent dans le scénario Flatland, c'est les accidents de train. Parce que pour évaluer la capacité des algorithmes à planifier des itinéraires de façon
robuste aux incidents, périodiquement, le simulateur, il arrêtait un train comme ça au milieu de la voie, pour voir comment on réagissait. Ça nous embête, c'est trop difficile, donc pareil, on l'enlève. Et on se retrouve avec un truc vraiment super simple. Ça ressemble à ça. Il y a une grille, il y a des agents qui veulent aller d'un endroit à un autre, ils peuvent se déplacer en haut, en bas, à droite, à gauche, et c'est tout. Ça peut paraître trop simple. En fait, c'est très utile pour développer de nouvelles méthodes qui ensuite vont s'appliquer sur des cas plus réalistes. Ce problème MAP, il a donné lieu à un benchmark, comme je vous expliquais, où les gens peuvent se comparer leurs différents algorithmes. Et il y a différents types de grilles qui sont utilisées pour ça. Il y a des grilles qui ressemblent à des villes, il y a des grilles qui sont issues de jeux vidéo un peu vintage. Même moi, j'étais pas né quand il y avait des jeux vidéo comme ça. Il y a des grilles qui ressemblent à des labyrinthes, à des entrepôts, etc. Et il se trouve que les méthodes qui sont développées pour ce problème super simple de multi-agent pathfinding, en fait, elles permettent aussi de résoudre le problème de flatland. Les méthodes sont les suivantes. Comment est-ce qu'on trouve un itinéraire efficacement pour un seul agent, et comment est-ce qu'on gère les conflits quand on a plusieurs agents. Et donc, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est ce simulateur Flatland, il a été utilisé dans un challenge où on a expliqué à des chercheurs et des chercheuses du monde entier, qu'est-ce que vous allez faire, comment est-ce que vous approchez ce problème. Et la chercheuse qui a remporté ce challenge, elle utilisait des méthodes qui étaient issues d'un problème beaucoup plus simple, mais qui s'appliquaient très bien aux problèmes plus complexes. Donc, je vais vous expliquer ces méthodes-là. Et juste un petit détail sur Flatland. Si vous regardez la figure à droite, un truc qui est très difficile, c'est le concept de deadlock. C'est-à-dire, si vous planifiez de la mauvaise façon, vous allez voir qu'en fait, les trains bleus, ils vont bloquer les trains rouges, et que quoi que vous fassiez, au bout d'un moment, les trains bleus vont s'engager dans un endroit qui vont rendre le passage des trains rouges totalement impossible. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer pour les algorithmes d'optimisation, mais qui est impossible à gérer, ou encore plus difficile, pour les algos type ChatGPT ou IA prédictive. Parce que la notion de contrainte, la notion que quelque chose est impossible à faire, elle est très difficile à gérer. Donc, c'est pour ça que parfois, on a besoin d'algos qui ne sont pas uniquement des modèles de langage, mais qui intègrent cette notion de contrainte, de mouvement autorisé, de mouvement interdit. On va parler d'abord d'itinéraire pour un seul train. Mais quand je dis un seul train, ça peut être une seule personne sur Google Maps, ça peut être un seul bus sur le réseau routier, c'est le même type d'algorithme. Donc, imaginez, on vous donne un graphe, on vous donne deux nœuds de ce graphe, par exemple le nœud 1 et le nœud 4, et on vous dit, trouve-moi le plus court chemin du nœud 1 au nœud 4. Est-ce que la réponse existe? Pas toujours. Déjà, ça peut paraître bête, mais pas si le graphe n'est pas connecté. Si il n'existe aucune connexion du nœud 1 vers le nœud 4, vous aurez beau chercher, 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 vous n'arrivez jamais à aller d'un à l'autre. Ça paraît naïf. Moi, récemment, j'avais un projet de recherche où je devais travailler avec un plan des rues de New York. Dans ce plan des rues que j'avais récupéré sur Internet, il y avait certaines rues qui étaient inaccessibles. C'est-à-dire que d'où qu'on aille, on ne pouvait pas aller dedans. Ce qui, bien sûr, n'était pas vrai. Il n'y a pas des habitants de New York qui sont coincés dans leur rue. Mais les données étaient mal rentrées ou mal encodées, ce qui fait qu'on avait des graphes qui n'étaient pas connectés. Et je m'en suis rendu compte parce que je cherchais un chemin d'un endroit à un autre et le chemin n'existait pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai mal codé mon algorithme? Non, mon graphe était nul. Donc j'ai écrit aux auteurs du papier, je leur ai dit, votre graphe est nul. Ils m'ont dit, oui, désolé. Un autre cas où on n'a pas forcément de plus court chemin, c'est le cas où on peut tricher. Imaginez que maintenant, vos arêtes, elles ont un poids ou un coût et que vous cherchez le plus court chemin selon ce coût-là. Donc vous allez de 1 à 4, vous payez 1 sur la première arête, 1 sur la deuxième arête, 1 sur la troisième arête. Vous avez un chemin de coût 3. Vous vous dites, chouette, est-ce que je peux faire mieux? Et là, vous réalisez, wait, quand je suis arrivé à 3, plutôt que d'aller directement à 4, est-ce que j'aurais pas pu revenir au sommet 2 et payer un coût négatif? Ça veut dire gagner de l'argent quand on paye un coût négatif. Donc sur ce graphe-là, en fait, vous n'avez aucun intérêt à aller tout de suite au sommet 4, puisque vous pouvez faire 1, 2, 3, 2, 3, 4, et là, vous avez gagné des sous. Mais une fois que vous avez fait ça, c'est trop tentant d'y retourner, en fait. Donc le chemin optimal sur ce graphe, c'est 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, à l'infini. Donc c'est pas très utile. Tout ça pour vous dire, il existe des situations un peu bizarres où il n'y a pas vraiment de plus court chemin. Heureusement, nous, on va se focaliser sur les situations où ce plus court chemin existe. Et du coup, hop, je vais vous montrer ce que ça donne quand ce plus court chemin existe.
Une façon de le trouver, c'est ce qu'on appelle la recherche en largeur. Donc imaginez que on vous donne comme ça un labyrinthe, d'accord? Et on va générer un labyrinthe. Paf. Et pendant ce temps, je vais essayer de trouver comment on dézoome. Comme ça, par exemple. Donc, vous êtes le petit bonhomme ici. Vous voulez aller à l'objectif, mais qui a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'objectif a disparu? Parce qu'on n'a plus Internet? On n'a plus Internet. Il va falloir si j'essaye ça. Ok, bon. L'objectif est réapparu. Donc imaginez que vous êtes dans un labyrinthe. Une façon très naturelle d'explorer pour aller jusqu'à l'objectif, c'est de vous dire, je vais commencer par les cellules qui sont autour de moi. Je vais regarder les cellules qui sont autour de moi. Tiens, je vais me mettre par là. Paf. Et je vais y aller. Je vais dire, ces cellules-là, elles sont à une distance 1. Et puis ensuite, je vais regarder les voisines de ces cellules. Je vais dire, ok, les voisines de mes voisines sont à une distance 2. Et ainsi de suite. Et en explorant en cercle concentrique comme ça, on finit par arriver à la destination. Et ça donne ça. Dans ce labyrinthe en particulier, quand on part depuis le petit personnage jusqu'au marqueur. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, il explore plein de trucs inutiles. Il part à des endroits du graphe qui n'ont mais rien à voir avec là où il veut vraiment aller. Donc, ce n'est pas un algorithme qui est génial. L'algorithme qui est génial, c'est ce qu'on appelle l'algorithme A star, qui, je vous l'ai déjà expliqué, veut dire algorithme-algorithme. Quand on applique cet algorithme-là, et qu'on régénère un labyrinthe, en fait, ce que cet algorithme va faire, c'est qu'il va explorer pareil toutes les cellules, mais il va les prioriser. Il va dire, je vais regarder si cette cellule-là, elle me rapproche ou pas de ma destination, et si elle me rapproche de ma destination, je vais l'explorer en premier. Et en faisant ça, ce qu'on observe, c'est qu'on est beaucoup plus rapide sur la recherche d'itinéraire parce qu'on ne gâche pas notre temps à aller dans des coins de la carte qui n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on veut faire. C'est comme si vous partez de Chelles et que vous voulez aller à Châtelet, ben, vous n'allez pas commencer par regarder ce qui se passe du côté de Marne-la-Vallée. Vous allez commencer par aller du côté de l'ouest. C'est la même idée ici. Donc ça, c'est l'algo élémentaire pour trouver un chemin pour un agent. Explorer les cellules voisines et essayer de se demander lesquelles sont les plus prometteuses pour explorer à partir de ces cellules-là vers la suite. Maintenant, je vais vous parler des itinéraires pour plusieurs trains. Et je vais essayer de vous faire sentir pourquoi ça, c'est un peu plus compliqué. Idéalement, maintenant qu'on sait que trouver des itinéraires pour un seul agent, c'est très facile, ce qu'on voudrait faire, c'est appliquer cette même méthode, mais pour tous les agents en parallèle. Trouver un itinéraire pour le premier agent en oubliant tous les autres, trouver un itinéraire pour le deuxième en oubliant tous les autres, et puis après les mettre ensemble. Le problème, c'est que si on fait ça, on va avoir des conflits. On va avoir des trains qui se rentrent dedans. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on veut coordonner les agents. Mais ça, c'est difficile. Donc là, si on va regarder le benchmark dont je vous parlais pour le multi-agent pathfinding, c'est une grille avec des obstacles. Et ici, on a un agent qui est représenté par le petit cercle et qui va vouloir aller vers sa destination. Là, il est sur la cellule numéro 25 et il va vouloir aller vers sa destination. Bon, en plus, sa destination était juste à côté. C'était un agent de type feignasse. Mais ça, c'est facile quand il n'y a qu'un agent. Maintenant, regardons ce qui se passe quand on met 10 agents sur la carte. Vos 10 agents, ce seront tous les cercles colorés. Et on peut regarder comment ils vont à leur destination. Bon, ça allait un peu vite. On va retracer leur mouvement. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, ils n'ont pas l'air de trop se déranger. Ils vont gentiment jusqu'à leur destination, et donc c'est quasiment comme si on les avait planifiés de façon indépendante. Bon, on se dit, ok, le problème n'est pas encore assez dur. Et si on mettait 100 agents sur la carte? Là, quand même. Ça fait un truc comme ça. Je vous le refais. Ok, c'est peut-être pas évident. On va y aller un par un. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on voit que certains agents s'arrêtent et puis repartent. Ils s'arrêtent et puis repartent parce qu'ils laissent passer leurs copains avant de reprendre leur trajet. Donc si vous focalisez sur un point, il est très probable qu'à un moment, il fasse une pause et qu'il laisse ses copains passer devant lui. Ça, c'est typiquement un symptôme qui nous dit il ne suffisait pas de planifier chaque trajet de façon indépendante. Parce que si on planifiait chaque trajet de façon indépendante, les agents n'auraient aucune raison de s'arrêter. Ça leur fait juste perdre du temps. Alors que là, quand on planifie plusieurs trajets en même temps, les agents s'arrêtent pour se coordonner.
Et c'est ça qui rend le problème extrêmement difficile. Donc, je vais vous expliquer brièvement pourquoi c'est difficile. L'algorithme naturel, pour résoudre ce problème-là, il est basé sur l'algorithme qui trouve des itinéraires pour chaque agent individuellement. Il fonctionne comment? Il commence par trouver un itinéraire pour chaque agent sans se soucier des autres, comme je vous l'ai expliqué. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va regarder s'il y a des conflits. S'il n'y a pas de conflit, génial. Ça veut dire qu'on a une solution qui est faisable et il se trouve qu'elle est aussi optimale. Maintenant, s'il y a un conflit, ça veut dire qu'il y a deux agents qui sont au même endroit, au même moment. Et donc, on va les regarder droit dans les yeux et on va leur dire, un peu comme moi quand je me chamaillais avec mon frère, c'est soit toi ici, mais pas les deux à la fois. Donc, à partir de la solution qui a été générée en cherchant des itinéraires indépendamment pour chaque agent, on rencontre un conflit. On va dire, si par exemple c'est l'agent A et l'agent B qui sont en conflit, dans un des deux scénarios, on va autoriser l'agent A à utiliser cet endroit-là, mais pas l'agent B, on va lui dire tu passes ailleurs. Et dans l'autre scénario, c'est l'inverse, on va dire à l'agent B, tu peux être ici, mais à l'agent A, il faut que tu fasses un détour. Et on recommence. On recalcule les itinéraires indépendamment pour chaque agent, mais avec la contrainte que ici, l'agent B, il n'a pas le droit de passer à ce moment, à cet endroit. Si on a de la chance, ça nous donne une solution qui est faisable. Dans la majeure partie des cas, on va retomber sur un nouveau conflit. Et donc on va refaire cette disjonction en disant, à chaque fois qu'on tombe sur un conflit, on va séparer les agents en disant, on peut avoir soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux à la fois. Et ainsi de suite. À chaque fois qu'on tombe sur un conflit entre deux agents, on sépare la situation et on recommence. Maintenant, imaginez que n, c'est le nombre de conflits qu'on rencontre au cours de cette procédure. La question que je vous pose, c'est quelle est la complexité de cette procédure? Est-ce que cette procédure prend longtemps ou pas longtemps en fonction du nombre de conflits? Bon, on n'a qu'à regarder. Chacun de ces nœuds-là, dans l'arbre que je suis en train de dessiner, pour l'explorer, il faut appliquer l'algorithme de recherche d'itinéraire à chacun des agents. Donc, chacune de ces explorations de nœuds, elle est elle-même assez coûteuse. Combien on en fait? Ben, ici, on en fait 2, parce qu'on a rencontré un conflit. Ici, on en fait 4, parce qu'on a rencontré 2 conflits. Ici, on en fait 8, parce qu'on a rencontré 3 conflits. Et donc, au final, on fait 2 puissance n explorations de situations où on a une variante du problème initial, mais on a interdit certaines choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on exécute cet algorithme-là avec beaucoup d'agents, on va y passer des milliards d'années. Parce que je vous ai dit, la complexité exponentielle, ça augmente très vite. Donc c'est une mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Il y a des gens qui le font quand même, je ne cautionne pas ces gens-là. Ce que je cautionne, c'est les idées qui vont plus vite. Et c'est cette idée-là qui a permis à la chercheuse dont je vous parlais de gagner le Challenge Flatland. L'idée, c'est la planification priorisée. On va faire comme si nos agents ou nos trains avaient une priorité. On va dire, par exemple, il y a des trains qui sont plus importants que d'autres. Et ceux-là, on va les planifier en premier. On va commencer par le tout premier train, le plus important, celui qui dessert le plus de voyageurs, celui qui passe par le plus de stations, peu importe notre critère. Et on va lui dire, toi, banco, tu planifies ton trajet libre, tu t'en fous des autres. Donc il planifie son trajet. Et ensuite, on lui dit stop, on passe au deuxième. Et le deuxième, on lui dit, tu planifies ton trajet, tu es quasi libre, il faut juste que tu évites le premier agent. Ensuite, on passe au numéro 3, on lui dit, ok, tu planifies ton trajet, mais attention, il faut que tu évites le deuxième et le premier agent. Et ainsi de suite. Ça, c'est très rapide. Pourquoi c'est très rapide? Parce que de la même façon qu'on peut utiliser un algorithme de recherche d'itinéraire quand on a un graphe avec des obstacles, je vous ai montré le graphe où il y avait, par exemple, des obstacles ici, aléatoires, ben, on peut aussi utiliser cet algorithme quand les obstacles sont des agents. Donc pour le troisième agent, les obstacles, c'est les 2 agents qui passent avant lui. Mais ça marche de la même façon. Donc on n'a plus une complexité exponentielle, on a la même complexité que pour résoudre le problème en parallèle. Le souci, c'est que l'ordre de planification est important. On n'obtient pas forcément la même solution selon quelle priorité on donne à quel agent. Et donc, en particulier, on n'obtient pas forcément une solution qui est la meilleure possible, mais on obtient une solution avant de mourir de vieillesse, ce qui est mieux. En guise de leçon à retenir, j'espère vous avoir un peu convaincu que les maths, ça peut servir à décrire et idéalement à résoudre certains problèmes en transport. Il y a certains problèmes qui sont faciles, par exemple si vous avez un seul train, un seul agent, trouver son plus court chemin, ça c'est facile. Il y a des problèmes qui sont difficiles, par exemple le problème de Flatland où on veut trouver des itinéraires pour plusieurs trains à la fois.
La clé pour attaquer ces problèmes difficiles, c'est de prendre un pas de recul et de dire ce problème, il a des caractéristiques spéciales, mais il a aussi une structure un peu générale qui me rappelle d'autres choses que j'ai vues dans d'autres situations. Et si on arrive à regrouper ces différents problèmes, on peut ensuite développer des approches qui sont générales et les comparer entre elles. Évidemment, en pratique, il faudra ensuite ajuster ces approches générales aux problèmes qu'on rencontre, et c'est entre autres pour ça que les entreprises ont besoin de chercheurs comme moi. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez googler mon nom ou chercher mon site web. Et si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre, en sachant que ce n'est pas obligatoirement des questions sur les trains. Ça peut être des questions sur ma recherche, ça peut être des questions sur ce que c'est d'être chercheur, ça peut être des questions sur tout un tas d'autres choses, sur ce que c'est de prendre le RER A. Voilà. N'hésitez pas et j'espère que ça vous a plu et appris des choses.